Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je me présente, mon nom est Marc Monplaisir, je suis conseiller au Centre de transfert d'entreprise du Québec. Le sujet du jour, transfert d'entreprise, les étapes juridiques d'une transaction commerciale. Premièrement, je tiens à vous remercier de votre présence. La durée de ce webinaire sera d'une heure, divisée en quatre thèmes différents. Merci aux personnes responsables du support technique, Nolène et Chantal. Vous ne les verrez pas, mais il est possible que vous les entendiez à quelques reprises. À la fin, nous aurons une période de questions et pendant la présentation, je vous invite à poser vos questions pour nos panélistes avec le Q&A que vous trouverez en bas de page sur la page Zoom. C'est un plaisir d'y répondre à la fin. D'ailleurs, on se réserve une période de 10 minutes pour ce faire, pour répondre à vos questions. Vous pouvez également faire des commentaires dans le chat, également en bas de cette page Zoom. Pour parler des étapes juridiques du transfert commercial, je vous présente Edmond Nakam-Zoku, qui est avocat en droit des affaires et associé cofondateur de la société Index Légal, et M. Gérard Théus Trudel, qui est un comptable fiscaliste et associé fondateur de Fiscalité GTT. Alors, messieurs, nous écoutons votre présentation. Merci beaucoup, Marc. Alors, je passe sur ce que Marc a dit. Je m'appelle Edmond Nkamzoku, avocat en droit des affaires et puis cofondateur du cabinet Endless Legal. Je suis accompagné de Gérard Théus Trudel, comptable fiscaliste et associé fondateur de Fiscalité GTT. Alors aujourd'hui, l'objectif est de vous présenter les différentes étapes qui, selon nous, en détail une transaction commerciale. On va aborder l'angle transaction de vente d'actions, transaction de vente d'actifs, et puis les points en particulier à retenir tant pour les cédants que les repreneurs. Alors, je vais laisser mon collègue Gérard commencer avec les premières étapes, la toute première étape, à savoir la préparation avant la vente, qui se passe généralement 2 à 3 ans avant la transaction commerciale elle-même. Alors, il va commencer avec les étapes, en fait, avec les considérations comptable slash fiscal. Et puis moi, je vais aborder les points juridiques par rapport à ça. Merci. Merci, Edmond. Donc, avant de commencer, je tenais à préciser, on l'a déjà précisé un peu, mais la présentation est séparée en trois parties, qui sont les parties les plus importantes d'un point de vue juridique puis fiscal. En fait, j'ai dit trois parties, mais c'est en quatre parties, qui sont les parties les plus importantes lors d'une transaction de vente d'entreprise d'un point de vue juridique et fiscal. Donc, les 2, 3 ans avant la vente, que je vais vous présenter à l'instant, la signature de la lettre d'intention. Ensuite, mon Dieu, excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire. La signature de la lettre d'intention, la vérification diligente, puis finalement la signature du contrat de vente. Donc, sans plus attendre, je vous présente la section en lien avec la... Parfait, excusez-moi, un petit délai. Donc, la section en lien avec les 2, 3 ans avant la vente, selon nous, quels sont les aspects principaux à regarder? D'un point de vue fiscal, le nerf de la guerre, les 2, 3 ans avant la vente, puis vous allez le voir, c'est principalement pour le vendeur, s'assurer que le vendeur pourra se qualifier à la déduction pour gain en capital. Qu'est-ce que c'est exactement? La déduction pour gain en capital permet essentiellement, si je vais très sommairement, d'éviter ou de ne pas payer l'impôt sur le premier gain en capital de 1,25 million de dollars. Pour ceux qui sont moins familiers avec le concept de gain en capital, ultimement, prenons pour hypothèse que les actions sont vendues pour 2 millions de dollars, puis qu'elles ont été payées 0 $. Ben, le gain en capital, ça serait 2 millions moins 0. C'est 2 millions de dollars de gain en capital. Donc, dans cette hypothèse-là, le premier 1,25 million de dollars de gain en capital il y aurait aucun impôt si les conditions sont respectées. Par contre, une des conditions principales à respecter pour pouvoir avoir droit à cette fameuse exemption, c'est 2 ans avant la vente, il faut que la société soit considérée comme étant une société qu'on appelle active. La plupart des actifs doivent être utilisés dans l'entreprise. J'ai aussi des conditions sur la détention d'actions qu'on ne va pas nécessairement rentrer, mais ce que vous devez retenir, ce qui est important, c'est que 2 ans avant la vente au minimum, sinon plus, il faut que vous vous assurez de respecter certaines conditions. Donc, il faut consulter normalement un fiscaliste, votre comptable, des avocats qui vont pouvoir vous guider sur les conditions à respecter pour vous, en tant que vendeur, vous assurer
de bénéficier de cette déduction pour gain de capital ou de vous mettre en position de potentiellement en bénéficier parce que ça peut devenir un argument de négociation dans le cadre d'une vente. Le gouvernement fédéral, lors de son dernier budget, a également intégré certaines nouvelles mesures qui vont encore augmenter l'avantage de faire une vente d'actions, puis de se qualifier à ce genre de truc-là. Donc, c'est excessivement important de consulter 2, 3 ans avant la vente pour être sûr de se mettre en position de le réclamer. Puis ça, c'est des bénéfices ou des avantages qui sont seulement accessibles à l'entrepreneur en cas de vente d'actions. La vente d'actifs ne permet pas à l'entrepreneur d'aller chercher ce genre d'éléments-là. C'est très important à prendre en considération lorsqu'on planifie un peu la vente d'actions, donc la vente d'une entreprise. On doit se demander en tant que vendeur, est-ce que j'ai l'intention de vendre mes actifs? Est-ce que j'ai l'intention de vendre mes actions? Si c'est mes actions, est-ce que je dois m'assurer d'aller me qualifier à la déduction pour gain de capital? Si c'est des actifs, ça devient un enjeu moins important. Puis il y a beaucoup de facteurs commerciaux qui peuvent influencer la question de savoir est-ce que je vends des actifs ou vendre des actions, et même légal. Par ailleurs, 2 à 3 ans avant la vente, c'est déjà le moment de commencer à penser à ce que j'ai amicalement nommé livrer une société propre d'un point de vue fiscal. Qu'est-ce que c'est? En fait, on va le voir un peu plus tard dans les prochaines sections, mais dans le cadre de la vente d'actions, principalement, l'acheteur, lorsqu'il va venir acheter une société, il va payer, avoir plusieurs millions de dollars, ça dépend du prix de vente, mais il paye souvent une somme excessivement importante pour acheter la société. Comme n'importe quoi, il va vouloir savoir qu'est-ce qu'il achète. Puis, il va donc regarder tout ce qui s'est passé d'un point de vue fiscal dans la société 2 à 3 ans avant la vente et même des fois plus loin. Donc, c'est la raison pour laquelle je mets l'emphase ici sur, durant cette période-là, assurez-vous de minimiser vos risques fiscaux. Prenez pas trop de risques avant d'implanter une réorganisation fiscale. Consultez votre fiscaliste, assurez-vous de bien comprendre, vous, en tant que vendeur, c'est quoi les risques liés à l'implantation de la réorganisation? Est-ce qu'il y en a en cas d'une vente d'actions? Même chose à la fin de l'année. Donc, des fois, il arrive un moment où est-ce que le comptable et même le fiscaliste dans le dossier se demande est-ce que la dépense est vraiment une dépense déductible? Est-ce que c'est capitalisable? Donc, il y a des positions fiscales à prendre. Tenez-vous informé si vous comptez vendre vos actions parce que ça peut avoir un impact dans le cadre de la vente de l'action. Même chose pour les TPS-TVQ, il y a des positions qui peuvent être prises qui sont plus risquées que d'autres. Finalement, pour ce qui est de ma section ici, considération comptable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, le prix de vente d'une entreprise est basé sur ce qu'on appelle un multiple du BAIIA ou du BAIA. Qu'est-ce que c'est le BAIA? C'est le bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements. C'est ultimement le bénéfice que la société va générer. Donc, le nerf de la guerre de 3 ans avant la vente pour le vendeur, c'est assurez-vous de minimiser les dépenses superflues et augmenter vos revenus pour vraiment augmenter ou faire en sorte que votre société soit la plus attrayante possible sur le marché lorsque sera rendu le moment de la vente. Je vais maintenant laisser la parole à Edmond qui va vous parler des considérations plutôt juridiques. Merci beaucoup, Gérard. Alors justement, en anticipation à la transaction commerciale, lorsqu'on parle de se préparer 2 à 3 ans avant la transaction, je pense que cette section-ci, en fait, cette étape-ci, elle est plus pertinente pour le vendeur que pour l'acheteur, mais ce serait important justement pour les repreneurs qui font partie qui ont essayé de participer à cette formation, de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Alors, je vous avancer en fait, c'est pour enchérir ce que Gérard a dit sur le concept de mettre ton entreprise belle avant la vente. Alors, dans cette période de 2 à 3 ans-là, justement, tu optimises genre le BAYA, comme il a bien expliqué, parce que je comprends que c'est sur ça qui est basé principalement la valeur commerciale de l'entreprise. Maintenant, avant tout ça, je vais effleurer brièvement le concept de vente d'actions versus vente d'actifs. Alors, d'un point de vue juridique, lorsque le repreneur achète les actifs, il a l'option de choisir ce qu'il veut et puis ce qu'il ne veut pas. Alors, tu identifies les actifs dont tu veux faire l'acquisition et après ça, on négocie les modalités par rapport à la transaction. Lorsque tu achètes les actions d'une compagnie, raison de plus pour faire toutes ces préparations-là, c'est parce que l'acheteur, le repreneur, il achète l'historique de la société, incluant justement l'historique fiscal, financier, etc. Alors, pour cette raison-là, c'est important de savoir dans quelle position on se retrouve lorsqu'on est un acheteur et puis qu'on achète des actifs versus on achète des actions. Alors, en plus des éléments BAYA, l'explication du BAYA, c'est que ce qui est important pour le vendeur, et puis là, je parle tant dans une transaction d'achat comme d'actions que d'actifs, c'est en plus de ça d'identifier les éléments clés de la valeur de votre entreprise. C'est qu'en plus,
du BAYA, il y a d'autres éléments qui forment les raisons pour lesquelles un acheteur stratégique viendrait faire l'acquisition de votre entreprise. Je vous donne un exemple, en fait plusieurs exemples. Est-ce que c'est lié au fait que vous avez une main-d'œuvre importante? Peut-être que vous avez 250 employés avec une mainmise dans une région particulière, ce qui crée un attrait justement commercial à faire l'acquisition de votre entreprise. Est-ce qu'il s'agit de la propriété intellectuelle? Peut-être que vous avez une technologie particulière. Est-ce qu'il s'agit d'une expertise particulière? Est-ce qu'il s'agit de l'exclusivité de vos fournisseurs? Si vous fournissez une denrée rare ou bien un produit rare ou bien un service qui ne s'offre pas ailleurs, c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que le ou les repreneurs viennent, ils regardent l'entreprise et puis se disent, OK, ça c'est intéressant parce qu'il y a une valeur stratégique, il y a une valeur commerciale qui, au-delà de l'évaluation du BAYA, vient jouer dans l'équation, justement, dans les cas d'une transaction. Alors, durant à cette première étape-ci, à savoir la préparation de 2 à 3 ans avant la transaction, c'est de déterminer quels sont les éléments juridiques en lien avec cette valeur commerciale et stratégique-là, et puis faire en sorte que ces éléments juridiques-là ont été gérés. S'il s'agit de la main-d'œuvre, ce serait important d'avoir des bons contrats de travail en place. Ce serait important d'avoir des bonnes procédures en termes de gestion des ressources humaines en place. Parce que vous savez que lors de la vérification diligente, ça c'est un autre élément dont on va discuter, ça fait partie des étapes qui seront discutées. Ces éléments-là vont être scrutés à la loupe. Alors, on va voir les difficultés justement plus tard qu'on a à gérer avec ces points lorsqu'on ne fait pas une préparation d'avance. Si c'est une question de propriété intellectuelle, assurez-vous d'avoir les bons contrats en place, avec les bons contrats de cession de propriété intellectuelle pour ceux qui ont produit cette propriété intellectuelle-là ou bien ceux qui gèrent cette technologie-là sur une base quotidienne. S'il s'agit d'un fournisseur exclusif, ce serait important d'avoir un contrat en béton avec cette personne-là parce que l'idée dans tout ça, dans tout ce qu'on avance ici, c'est de dire c'est de vous préparer à titre de vendeur à vous dissocier de votre entreprise après la clôture. Alors, c'est à l'aide de ces éléments-là, justement, que le ou les repreneurs voient un attrait au-delà du bailleur. C'est qu'ils comprennent que, OK, grâce à cette acquisition-ci, vu que tout a déjà été mis en place, ça signifie que, un, la vérification diligente, elle sera beaucoup plus convenable à gérer, elle n'est jamais facile. Et ça signifie aussi que, deux, le refléter de l'intention, en tout cas de la photo que moi j'ai vue de l'entreprise, ça correspond à la valeur même que j'avais de cette entreprise-là. Alors pour l'acheteur, c'est important de prendre le temps de gérer ces éléments juridiques-là. Et plus on a le temps de le faire, le mieux c'est lorsqu'on arrive à l'étape de la transaction commerciale. Alors sur ce, comme j'ai mentionné, c'est plus pour le vendeur que pour l'acheteur cette préparation-ci, mais c'est important l'importance de cette préparation-là. Alors, sur ça, on va passer justement à la deuxième étape, qui est la préparation à l'aide d'intention. Euh, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange le soir? Et puis de déterminer comment est-ce qu'on gère ça tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue comptable fiscal. Alors, deuxième étape, l'aide d'intention. Les, euh, on prend par exemple que les parties se sont entendues sur les modalités essentielles. Alors, l'état d'aller d'intention, de par son libellé même, et l'aide d'intention, c'est un avant-contrat. Alors, c'est le contrat qui est signé avant d'entériner un contrat final qui est une convention de vente d'entreprise. J'utilise le terme entreprise parce que ça pourrait être une vente d'actions ou bien une vente d'actifs. Alors, vu que c'est un avant-contrat, ben, euh, justement, c'est énuméré dans la présentation, on veut mettre l'emphase sur éléments essentiels. L'erreur commise souvent par les parties, c'est de penser que la lettre d'intention doit contenir essentiellement toutes les dispositions de la Convention de vente d'actions. Ce qui n'est pas le cas parce que le libellé le dit lui-même, c'est censé être en fait, ça devrait être une lettre d'intention. Alors, le but d'une lettre d'intention, c'est de s'en tenir à l'essentiel. Combien est-ce qu'on va payer? À qui est-ce qu'on doit payer? Quelles sont les modalités de paiement? Les modalités de la vérification diligente, en fait, qu'est-ce que c'est? On va en discuter un peu plus lors de la prochaine étape, justement, mais l'idée, c'est de comprendre quelle est la durée de la vérification diligente, l'avis d'acceptation pour dire que oui, on a accepté, on accepte l'état de la société tel quel en vertu de la vérification diligente. Non, on n'accepte pas l'avis de refus. Et comment est-ce qu'on gère ces modalités-là? Les conditions de vente, à savoir qu'est-ce qui doit se passer pour que la clôture ait lieu.
Maintenant, le terme clôture, souvent, ça veut dire la clôture de la transaction, c'est la date à laquelle tous les documents sont signés. À quelle date est-ce qu'elle doit avoir lieu? Comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les modalités par rapport à ça? Et ensuite, on détermine on, on mentionne brièvement les obligations post-clôture, transition, sous quels éléments, sous quelles modalités est-ce que ça va se passer. Mais encore une fois, c'est important d'éviter d'entrer dans trop de discussions lorsqu'il s'agit de la ligne d'intention. C'est un avant-contrat qui mène vers un contrat final. Maintenant, je vais y aller avec certaines considérations particulières parce que, comme j'ai mentionné, la lettre d'intention, c'est là pour mentionner les éléments essentiels. Il y a un contrat, il y a une convention de bande d'action qui va être signée plus tard. D'habitude, une lettre d'intention, j'utilise le terme d'habitude, généralement, elle devrait être non contraignante. Alors, non contraignante, ça signifie qu'elle ne lie pas nécessairement les parties sous réserve de quelques modalités bien précises dans la lettre d'intention. Um, Parfois, elle est contraignante. Parfois, les parties aussi pour qu'elle soit contraignante. Maintenant, quelles sont les conséquences de ça? Je pense que mon collègue Gérard va pouvoir enchérir là-dessus un peu plus tard. Mais l'objectif ici, c'est de savoir qu'il y a une possibilité que l'année d'intention soit contraignante, à savoir quelles sont les parties. Ça veut dire que les parties doivent conclure la convention de bande d'action. Et parfois, les parties peuvent aussi négocier deux clauses particulières comme étant les clauses d'exclusivité. Maintenant, qu'est-ce que la clause d'exclusivité? C'est une clause selon laquelle l'acheteur, après avoir signé la dette d'intention, a l'exclusivité des négociations avec le vendeur pour poursuivre la transaction pour une durée de temps qui est souvent définie. Alors, ça peut être une date précise, ça peut être la date la plus rapprochée de plusieurs dates, fin de vérification diligente, date de clôture, etc. Alors, vous voyez, comme je vais essayer d'effleurer ces deux concepts-là parce qu'ils s'équilibrent et puis ils jouent l'un envers l'autre selon les intérêts des parties. Alors, vous comprenez que, en fait, le cédant veut avoir une lettre contraignante parce que ça signifie que l'acheteur est engagé justement à aller de l'avant avec la transaction, alors que l'acheteur va avoir une lettre non contraignante, mais il va avoir l'exclusivité des négociations. Alors, parfois, un va entraîner l'autre. Alors, parfois, le vendeur, afin d'accorder l'exclusivité des négociations à l'acheteur, il va contraindre l'acheteur à accepter la contraignabilité de la lettre. Alors, c'est deux éléments qui s'entretouchent souvent dans le cas de transactions commerciales. Mais je vous dirais, encore une fois, l'essentiel, c'est de garder ça. En fait, le plus important, c'est de garder ça, c'est de garder la lettre d'intention à l'essentiel, de savoir un peu ce que sont ces considérations particulières-là. Et puis sur ce, je laissais mon collègue Gérard renchérir sur les éléments comptables et fiscaux de la lettre d'intention. Merci beaucoup. Donc, petite mise en table ici. Souvent, dans un contexte de lettre d'intention, le vendeur particulièrement est très fébrile. Signe la lettre d'intention, des fois sans que les conseillers juridiques ou fiscaux ont vérifié ou ont donné un avis sur la lettre d'intention qui est principalement souvent présentée par le vendeur. D'un point de vue fiscal, ça cause souvent problème dans la mesure où c'est excessivement important de vérifier certains éléments. C'est ça que je vais adresser ici, c'est la lettre d'intention va souvent indiquer quelle entreprise va être achetée, évidemment, mais plus loin, est-ce que ce sont les actifs qui vont être achetés ou est-ce que ce sont les actions qui vont être achetées? Comme je vous disais un peu plus tôt dans la section précédente, c'est vraiment important pour le vendeur de vendre souvent ses actions. Donc, il faut que la lettre d'intention reflète, il faut que l'acheteur soit conscient que c'est ce qu'on veut vendre, nous, en tant que vendeur. Ce genre d'éléments-là sont excessivement importants à identifier dans la lettre d'intention parce que ça peut vraiment changer les négociations pour la suite du processus. Dans un deuxième temps, ça peut paraître aussi anodin, mais ce n'est pas n'importe quelle société souvent qu'on veut vendre. Il faut vendre une société spécifique dans le groupe pour pouvoir bénéficier de l'adhésion pour gain de capital. Donc, l'acheteur doit être conscient de la société qu'on a l'intention ou que le vendeur a l'intention de vendre. C'est évidemment essentiel de bien l'identifier pour ensuite faire la vérification diligente sur les bonnes entités juridiques ici qu'on veut faire, surtout en cas de vente d'actions. En cas de vente d'actifs, ben, si c'est les actifs qui sont visés par la vente, ici, le vendeur doit être conscient justement que c'est pas qu'il ne pourra peut-être pas qu'il ne pourra pas toucher à sa déduction pour gain de capital dans ce genre de circonstances. Ce n'est pas à proscrire, mais c'est excessivement important pour le vendeur d'y penser à cette étape-là. Maintenant, pour ce qui est de la contraignabilité puis les impacts fiscaux de la contraignabilité, si jamais l'entreprise qui est vendue est achetée par une société étrangère, mais le fait qu'elle soit contraignante pourrait entraîner des conséquences fiscales
quelles sont ces conséquences fiscales normalement? Ben, perte du statut fiscal qui est privilégié. À ce moment-là, il pourrait y avoir une fin d'année réputée. Donc, énormément, une fin d'année réputée, ça entraîne quoi? Production des états financiers avant. Donc, des frais ici comptables pour pouvoir produire les états financiers. Souvent, si les états financiers sont audités, donc on parle d'une équipe de vérification, il faut prévoir un délai normal pour réaliser ça. Puis, finalement, une déclaration d'impôt, donc un paiement d'impôt à l'avance. C'est quand même important ici, donc, de conseiller, à mon avis, de consulter vos conseillers fiscaux pour savoir si je signe cette lettre, parce que c'est au moment de la signature, est-ce que j'ai des conséquences fiscales qui vont s'entraîner? Bon, même si votre acheteur est étranger, même si l'acheteur est une société publique par ailleurs, qui peut entraîner les mêmes conséquences, je tiens à rassurer les vendeurs qui voudraient bénéficier de la déduction pour gain en capital. Normalement, cette possibilité-là est maintenue, même s'il y a signature, puis il y a les conséquences que je viens de vous indiquer. On va maintenant aller à la prochaine étape, qui est l'étape de vérification diligente. Merci beaucoup, Gérard. Alors justement, la troisième étape à sa vérification diligence, c'est par analogie la visite de la maison par l'acheteur. C'est comme ça que ça se passe. Alors, dans la lettre d'intention, je voulais pas trop qu'on mette l'emphase là-dessus aux étapes précédentes, mais maintenant qu'on en parle, alors élaborons là-dessus. La lettre d'intention stipule normalement qu'il y aura une période de vérification diligente qui va permettre à l'acheteur dépendamment d'une acquisition de vente d'actions ou bien de vente d'actifs, de réviser, dans le cas de commencement de vente d'actifs, de réviser les actifs, de réviser s'il n'y aurait pas de droits des tiers comme sur les actifs, etc. Et dans le cas d'une vente d'actions, ce serait justement de vérifier l'historique de la société. Alors, il y a, je commencerai par dire que généralement, une vérification diligente dans le cadre d'une convention de vente d'actifs, vu qu'on n'achète pas l'historique, elle a tendance à être un peu moins poussée que celle d'une vente d'actions. Parce que vu qu'on achète la société ainsi que son passé, alors on fait une vérification diligente plus poussée. Maintenant, il existe des vérifications diligentes. Généralement, ce que vous allez voir, c'est une vérification comptable, fiscale et juridique, mais selon la taille de la transaction, selon la nature de l'entreprise, selon les négociations entre les parties ou bien selon les plans futurs de l'acquéreur. Comme je l'ai mentionné, il se pourrait que son objectif, c'est d'acquérir une certaine expertise. Alors peut-être qu'il voudra avoir une vérification diligente plus poussée, avec des experts plus poussés par rapport à cette expertise-là en particulier. Peut-être qu'il voudra avoir des consultants RH qui vont venir faire la vérification diligente. Peut-être qu'il voudra avoir quelqu'un plus dans le domaine des technologies pour voir si la, 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 la tech qu'il achète, elle est entre guillemets propre. Alors, c'est tous ces éléments-là, justement, qui sont vérifiés. Alors, dans l'intention, on va mentionner que généralement, on mentionne une période de 30 à 45 jours, mais ça peut aller, souvent ça va plus que ça, pour vérifier les affaires de la société cible et puis ensuite donner son avis. Alors, ça peut à la fin soit un avis d'acceptation où il dit c'est bon, je suis satisfait de la période d'application diligente, on passe aux prochaines étapes qu'on va expliquer tout à l'heure, la clôture et la convention de vente d'entreprise, et ou non, je ne suis pas satisfait. Um, alors, durant cette périodification diligente-là, en fait, j'aimerais survoler les éléments de base. Naturellement, dans une transaction de vente d'action, il y a la fameuse mise à jour des minutes. La raison pour laquelle je dis la fameuse, c'est parce que ça semble être un oubli pour la grande majorité des entrepreneurs qui vendent leur entreprise jusqu'au moment où ils reçoivent les intentions. Et là, ils réalisent qu'il faut mettre à jour les minutes. Or, les minutes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la documentation qui détaille qui sont les actionnaires, qui sont les administrateurs, qui sont les dirigeants de la société, parce qu'il faut se rappeler que le REC pour les sociétés euh, comme régies par le LAS sur séparation du Québec, elle n'a de foi qu'envers les tiers. Alors, si moi, en tant qu'acheteur, je vérifie qui est véritablement l'actionnaire, qui sont les différents acteurs de la société, je vais regarder les minutes, et c'est là que ça devient très important dans le cas d'une transaction commerciale. Alors, très important de faire cette mise à jour-là, possiblement avant la transaction. Ensuite, autre point important, les hypothèques et haute sûreté. Parce que ce soit dans une transaction d'achat d'actions ou bien d'actifs, on va vérifier qu'il n'y a pas de droits des tiers sur les actifs. En fait, ça va faire partie des représentations et garanties. Je vais élaborer ce concept-là à la prochaine étape, qui sont justement à ajouter comme balise de protection additionnelle pour l'acquéreur, pour le repreneur. Alors,
L'autre aspect sur lequel je voulais mettre l'emphase, c'est ce qui se passe après la vérification diligente. Alors, euh, euh, ça arrive de plus en plus souvent que, surtout lorsque le cédant n'est pas préparé, que l'acheteur revienne avec une modification à l'aide d'intention initiale après avoir fait sa vérification diligente. Parfois, ça brouille les négociations et puis ça froisse les égaux, genre de certains partis, parce que il y a certains partis qui n'ont pas cette entente-là en tête. Je parle comme naturellement les cédants qui se disent, mais OK, tu as regardé, alors ça devrait être la même chose. C'est pas, en fait, il faut s'attendre au fait que l'acheteur, après avoir eu accès à autant d'informations, et parfois c'est des centaines de documents qu'il reçoit, parfois c'est des milliers de documents, il faut s'attendre à ce que la photo qu'il avait au début de la société ou bien l'image qu'il avait au début de l'entreprise cible, elle change après la vérification diligente. Non seulement c'est normal, mais c'est conseillé d'avoir des conversations honnêtes par rapport à ça lorsque ça arrive. Lorsque ça n'arrive pas, on n'en parle pas, mais lorsque ça arrive, c'est important d'avoir une ouverture d'esprit pour déterminer, OK, c'est un peu normal qu'après avoir vérifié toutes les chambres de la maison, ou bien genre tous les vis, ou bien genre tous les fils électriques, de pouvoir se dire, OK, finalement, j'ai envie de modèle. Maintenant, plus il y a de multiplication, plus ça mène à des négociations qui peuvent être poussées, qui peuvent être ardues aussi, mais c'est important de conceptualiser ça, c'est que oui, ça risque d'être une demande de l'acheteur, et puis c'est au vendeur de le comprendre, c'est parti de s'asseoir et puis d'en discuter de manière honnête pour mener justement à la prochaine étape. Alors, je vais laisser mon collègue Gérard renchérir sur les éléments comptables et puis fiscaux qui surviennent souvent lors de vérification diligente. Merci, Edmond. Je vais juste changer la diapositive qui est un peu lente. Parfait. Donc, comme Edmond le dit, c'est un peu l'étape, la vérification diligente de la vérification de votre maison. Normalement, vérification. En fait, c'est la visite de la maison, on fait souvent appel à un expert, donc dans le cadre d'une vente de maison, qui vient nous indiquer quels sont les éléments de la maison qui pourraient être douteux, quels sont les éléments qui y a à faire. C'est la même chose d'un point de vue vérification. Donc, souvent, il y a plusieurs parties qui sont impliquées. Donc, ici, Edmond a parlé vraiment qu'est-ce que les avocats regardent, les contrats, ce genre d'éléments-là. Il a indiqué qu'on pourrait avoir le recours à des experts spécifiquement pour une section ou un actif de l'entreprise. D'un point de vue fiscal, nous, ce qu'on va regarder, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais il y a une vente d'actions plutôt que d'actifs, mais l'acheteur va se retrouver responsable du passif puis de tous les éléments de dette que la société pourrait avoir envers les autorités fiscales. Je ne suis pas en train de dire que ça va annuler la vente d'actions. Oui, il y a des garanties qui pourront être offertes dans le contrat de vente qu'on va voir dans la section prochaine par rapport à ce genre d'éléments-là. Mais l'acheteur, malgré tout, veut comprendre qu'est-ce qu'il achète, c'est quoi le risque, c'est quoi. Est-ce que le gouvernement fédéral ou provincial, les autorités fiscales pourraient revenir et identifier beaucoup d'impacts fiscaux potentiels? Face aux autorités fiscales, c'est la société qui doit l'argent. Donc, même si oui, il y a un contrat en arrière qui me permet d'aller poursuivre le vendeur ou de réclamer des éléments au vendeur, moi, en tant que nouveau propriétaire de la société, je vais devoir trouver une manière de payer ces sommes-là. Donc, qu'est-ce qui est regardé? Principalement, c'est les TPS-TVQ. Est-ce qu'elles ont été remises correctement? Est-ce qu'elles ont été déclarées correctement? Les déductions à la source, même concept. Est-ce qu'elles ont été vraiment bien cotisées, identifiées? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont manquants? Et l'impôt, évidemment. L'impôt qui a payé, qui peut être en lien avec les impôts de fin d'année ou même des réorientations fiscales qu'il y a eu dans le passé qui, elles, peuvent souvent entraîner des conséquences fiscales ou des éléments de risque qui sont identifiés. Une fois que c'est fait, les fiscalistes, en fait, souvent de l'acheteur vont regarder tout ça, regarder les 3 ou 4 dernières années qui sont scrutées à la loupe. Pourquoi les 3 ou 4 dernières années? Parce que c'est normalement la période de temps que les autorités fiscales ont pour venir cotiser puis venir changer les déclarations d'impôts du passé. Puis, ils vont évidemment identifier tous les risques fiscaux, puis les remettre en question. Pourquoi est-ce qu'une transaction a été faite? C'est quoi la position du vendeur? Puis ensuite, ils font un rapport à l'acheteur qui, lui, doit prendre des décisions par rapport à le niveau de risque qu'il est prêt à accepter. Évidemment, en lien avec tout ça, par la suite, une fois qu'on a identifié ces risques-là, on va dans le contrat de vente, puis on va ajouter certains éléments. Je vais revenir avec les éléments fiscaux. Edmond, lui, va plus vous parler des éléments juridiques. Merci, Gérard. Alors, dernière étape, clôture et convention de vente, actions et ou actifs. Euh,
je le rappelle, la clôture, c'est la série d'événements où justement toute la documentation est signée pour la vente de l'entreprise. Alors, ça peut être une vente d'action ou bien ça peut être une vente d'actifs. Encore une fois, considération générale, dans le cadre d'une vente d'actifs, il y a tendance à avoir moins de documents corporatifs à signer que dans le cadre d'une vente d'actions. Pourquoi, encore une fois, c'est à cause de la sélection qu'on fait. En général, ça va prendre une résolution, surtout lorsqu'on vend tous les actifs du conseil d'administration ainsi que des actionnaires de la société cible qui vend ses actifs. Um, mais dans le contexte d'une vente d'actions, il y a tendance à avoir comme beaucoup plus de documentation comparative parce qu'il faut respecter les modalités de la législation de la société cible. Ça s'appelle la société par action, la société par action du Canada. Ça peut être une société d'origine étrangère, voulant dire d'une autre province. Alors, en termes de concept de base, il faut savoir c'est quoi des représentations et garanties, parce que je pense que c'est un point très dynamique dans les cas de négociation entre l'acheteur et puis le vendeur. C'est que les représentations et garanties, j'utilise souvent le terme photo. C'est comme une image qui est prise en date de clôture par l'acheteur. Pour dire, OK, alors aujourd'hui, j'achète votre entreprise ABC Inc. Pour 5 millions. Alors, basé sur ce prix-là, les modalités et tout, vous me faites des représentations et garanties par rapport à l'état de la société en date du 30 juin, la clôture. Alors, le livre des menus de la société est à jour, les finances sont à jour, comme toutes les lois fiscales ont été respectées. Genre, toutes sortes de représentations et garanties pour dire que ben, c'est essentiellement pour dire voici qu'est-ce que la société a l'air en date d'aujourd'hui et voici qu'est-ce que j'achète en date d'aujourd'hui. Ensuite, les garanties, c'est plus pour le futur. Alors, c'est de dire, OK, il y a souvent un délai qui est donné ou bien des engagements qui sont donnés par rapport à des délais en particulier. Um, alors, vous comprenez que la dynamique est la suivante. Le repreneur veut le plus de représentation et garantie possible, et puis le cédant en veut le moins possible. Alors, chacun essaie de tirer un peu la couverture de son côté. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on négocie. Alors, qui a le plus gros bout du bâton? Quelles sont les circonstances de négociation? De comprendre que parfois, vous allez avoir une société qui suscite l'intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels. Il se pourrait que pour l'acquéreur, ce soit une acquisition très stratégique et très importante pour lui ou pour elle, pour poursuivre ses activités, pour acheter un concurrent. Alors, c'est tous ces éléments-là qui jouent dans l'équation, les liens familiaux, beaucoup. Parce qu'on a tendance à oublier comme les formalités lorsqu'on arrive dans les transactions un peu plus dans un contexte plus familial et parfois non. Parfois, c'est nécessaire de ne pas le faire. Les engagements plus culture, comme c'est mentionné dans la présentation, je l'ai mentionné au début. Les canaux d'intention, on va effleurer ça brièvement. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Généralement, il y a une transition après la clôture, après la passation de titre, que ce soit des actifs ou bien des actions, où l'acheteur doit rester pour une certaine période de temps pour acclimater le repreneur justement aux affaires de la société, aux clients, aux fournisseurs, à toute la nomenclature de l'entreprise pour qu'il puisse être en mesure de pouvoir le gérer. Rappelez-vous, j'ai mentionné le concept de la dissociation. C'est qu'il faut que le vendeur puisse être en mesure de se dissocier de son entreprise pour que l'acquéreur puisse prendre la balle au bon et puis continuer la gestion et l'optimisation de l'entreprise selon ses objectifs. Alors, sous quelle forme va s'opérer ces transitions-là post-clôture? Est-ce que ce sera sous la forme d'un contrat d'emploi? Est-ce que le vendeur ou la vendeuse sera employé? Est-ce que ce sera travailleur autonome? Est-ce que ce sera une combinaison des deux? Modalité de paiement, obligations bien spécifiques. Ça peut être par rapport à, si c'est par rapport à une technologie, peut-être qu'il y aura une formation en particulier que le repreneur devra prendre. Ensuite, les conditions de vente, c'est essentiellement celles qui sont reprises dans la lettre d'intention et qui sont remises et qui sont optimisées ou en fait modifiées là sur la vérification diligente pour dire voici toutes les conditions finalement qu'on veut quand pour la vente. Le solde des prix de vente, parfois il y a un solde des prix de vente que les payés au vendeur. Alors, sous quelle modalité est-ce que ce sera payé? Quelles sont les garanties accessoires qui peuvent être demandées? Comme le cédant va demander une hypothèque sur l'universalité des biens même de l'entreprise, parfois ce sera sur autre chose. La clôture, comment est-ce qu'elle va se passer? Est-ce que ce sera sous forme électronique, savoir DocuSign, ou bien ce sera une signature en personne? Parfois, pour des considérations, genre pour une considération ou bien pour un autre, c'est plus efficace d'aller pour une signature en personne. Parfois, ce serait mieux de manière électronique. Alors, tout ça est négocié justement comme dans ce cadre-là. Ensuite, en termes
Euh, genre, autre clause qui serait importante à savoir, c'est les clauses d'indemnisation. Alors, qu'est-ce que la clause d'indemnisation? C'est, il y a beaucoup de, vous voyez, il y a toutes ces obligations-là dans la Convention de vente d'entreprise, représentation, garantie. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de violation de ces obligations-là? Alors, il y aura des clauses qui sont spécifiquement rédigées pour ça. Et puis, elles sont âprement négociées parce elles ont d'énormes conséquences, justement, tant pour l'acheteur que pour le vendeur. Alors, parfois, le vendeur va vouloir négocier un, une responsabilité maximale jusqu'à hauteur du prix de vente d'action. Parfois, il y aura une franchise. Alors, par exemple, ce n'est qu'à partir de 15 000 de dommages que le repreneur a le droit d'aller contre l'acheteur. Parfois, c'est une combinaison des deux. Alors, c'est ces éléments-là qui sont très importants à négocier dans le cadre d'une transaction de vente d'entreprise, mais surtout important de comprendre la dynamique. Vous allez comprendre que l'acheteur, que ce soit dans une transaction d'achat d'actions ou bien d'achat d'actifs, il va en obtenir le plus possible en termes de déclaration, de représentation de la part du vendeur, et le vendeur va en donner le moins possible. Généralement, on arrive à un terrain d'entente, ce qui mène justement à la clôture à la vente des actions. Et sur ce, je vais laisser mon collègue Gérard continuer justement sur les éléments comptables et puis fiscaux de cette dernière étape. Merci, Edmond. Donc, comme on dit depuis le début, il y a des conséquences fiscales puis des éléments très différents en cadre d'impôt s'il y a une vente d'actions, une vente d'actifs. Parlons un peu de la vente d'actifs, on n'en a pas beaucoup parlé. Ultimement, en cas de vente d'actifs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une société, c'est une personnalité juridique distincte, donc une entité distincte. Si les actifs sont vendus, la société, elle, va empocher l'argent. Il va y avoir de l'impôt sur chacun des actifs qui sont vendus. Puis, après, elle va avoir un montant net qu'elle va devoir redistribuer aux actionnaires. Donc, il y a une forme de... Il y a de l'impôt sur le gain en capital par les actifs qui sont vendus, puis ensuite, la société redistribue cet argent aux actionnaires. Donc, il y a une forme de double imposition. C'est quand même important de le comprendre, puis important de comprendre que lorsque la société vend ses actifs, ce n'est pas l'argent de l'actionnaire, c'est l'argent de la société au départ. Il y a un élément ici à prendre en considération. En cas de vente d'actions, le scénario catastrophe, donc, je vais vous faire un petit exemple de pourquoi c'est essentiel de regarder le contrat de vente lors d'une vente d'action. Si jamais le contrat de vente est rédigé en fonction de, bon, ben, le contrat de vente a une portion, le prix de vente a une portion conditionnelle en fonction de la performance de la société dans les années futures, ce qui arrive quand même souvent dans le cadre de vente d'entreprise. Tout dépendant comment est-ce que cette clause-là est rédigée, il se pourrait que 100% du montant du prix de vente pour l'actionnaire, donc pour la personne qui a vendu, soit réputé comme du revenu de bien ou du revenu normal plutôt que du gain capital. C'est quoi les conséquences? Mais prenons pour hypothèse. Vente à 1,25 million de dollars, qui est le montant de la décision pour gain capital qui va être en vigueur très bientôt. Mais si le 1,25 million de dollars est du gain en capital, on parle de plus ou moins, sous certaines réserves, 0 d'impôt. Par contre, si on a une clause qui est mal rédigée dans le cadre de qui fait en sorte que le prix de vente dépend de la performance de la société, il se pourrait que 100% du prix de vente ne soit pas du gain capital et entraîne des impôts pour le même 1,25 million de dollars d'à peu près 670 000 dollars. Donc, c'est très, très, très différent comme conséquence. C'est important de regarder le contrat de vente d'un point de vue fiscal pour s'assurer de ne pas avoir ce genre de conséquences ici qu'on voudrait évidemment pas. En termes de garantie et représentation, ben, dans le cadre de la vérification diligente, si les actions sont vendues, l'acheteur a souvent identifié certains risques, certains éléments. Bon, on n'est pas sûr, est-ce que les autorités fiscales pourraient revenir et émettre des nouvelles cotisations pour ces éléments-là? Le vendeur, lui, va souvent se porter garant ou dire, bon, ben, si jamais la RC ou l'Agence du revenu du Canada ou Revenu Québec viennent puis cotisent des nouveaux impôts pour le passé, pour la période pendant laquelle j'étais propriétaire, je m'engage à rembourser soit les frais liés avec la vérification fiscale ou même le résultat de la vérification fiscale, donc l'impôt qui pourrait en découler. Souvent, puis ça c'est quand même récent, mais dans le cadre de transactions, si on fait des réorganisations complexes avant la vente, il faut que vous le sachiez, les réorganisations complexes doivent souvent être divulguées aux autorités fiscales qui, elles, vont regarder si elles sont d'accord avec les résultats fiscaux là, qui sont présentés par vos fiscalistes. Puis c'est de plus en plus courant, ça arrive de plus en plus, donc c'est pas négligeable, c'est important ici de le garder en tête que vos transactions risquent d'être divulguées de manière volontaire puis transférées au gouvernement, soit par les acheteurs même, ou même par les vendeurs. Donc, ça conclut notre présentation. On est rendu à la période de questions. Ben, écoutez, messieurs, premièrement, félicitations pour votre présentation. C'est une excellente présentation. Une présentation qui a été claire, qui a été précise et qui a été extrêmement instructive.
J'ai remarqué pendant votre présentation qu'il y avait beaucoup de mouvements dans le chat, beaucoup d'échanges entre Chantal et les participants. Alors, on va s'adresser à Chantal et pour les périodes de questions. Chantal, est-ce qu'on a une première question? On a plusieurs premières questions. Il y a énormément de questions. Je tiens à préciser que si les gens en ont d'autres, là, même pendant la période de questions, vous pouvez continuer de les noter. S'il y a des questions qui n'ont pas le temps d'être répondues pendant la période de questions, il y aura un article de blog qui va être écrit dans les prochaines semaines qui va répondre à l'ensemble des questions. Donc, vous pourrez suivre ça sur le site web du CETEC. Donc, je vais y aller à peu près dans l'ordre que c'est rentré. Il y a peut-être des réponses qui ont été données en cours de route. Là. Vous pouvez donner les réponses en conséquence. Donc, voici la première question. Comment est estimée la valeur de l'entreprise selon le BAYA? Exemple, un multiple de 4 au BAYA. Sur quoi se base ce multiple et comment le déterminer? Je vais prendre la question puisque c'est une question plutôt comptable que légale. En fait, je tiens à préciser que oui, je suis CPA, fiscaliste, mais que je ne suis pas évaluateur d'entreprise agréée. Je peux vous communiquer certaines généralités, mais en nuance, l'idéal, c'est de consulter un évaluateur d'entreprise. Donc, oui, il y a la portion BAYA, puis ensuite, il est multiplié par un facteur. Le facteur qui est multiplié peut varier. Comme Edmond en parlait, il peut y avoir des acteurs stratégiques qui cherchent vraiment une technologie spécifique qui pourrait faire en sorte que le BAYA dans l'industrie standard, chaque industrie a un peu un BAYA qui est normalement standardisé, mais ça se peut que l'acheteur stratégique vous offre un BAYA qui est supérieur au standard de l'industrie. Mais ça dépend vraiment de chacune des transactions. La plupart du temps, comme je disais, chaque industrie, chaque type de domaine a un BAYA qui est relativement standardisé là, au point de vue d'évaluation. Merci beaucoup. J'enchaîne avec la prochaine question. L'exonération du gain en capital dans le secteur agricole s'applique-t-elle aussi aux actifs ou seulement aux actions comme dans les autres secteurs d'activité? Aux actifs également. Il y a des conditions très spécifiques à respecter, mais c'est possible de l'appliquer aux actifs. Parfait. Une autre question en lien avec l'exonération de 1 250 000, excusez-moi. S'applique-t-elle aussi pour les entreprises familiales? Il y a une liste de conditions que, bon, je vais. La, la réponse simple, oui, officiellement depuis le début de cette année. La liste de conditions pour respecter, par contre, le fait de pouvoir bénéficier de la déduction pour gain en capital est extrêmement longue. Donc, c'est possible. Il y a des transactions mises en place qui peuvent le faire, mais ça devient d'autant plus important de consulter un fiscaliste et s'assurer de bien la planifier parce qu'il y a des conditions à respecter au moment de la vente, avant la vente et dans les 5 à 7 à 10 ans après la vente. Donc, ça, oui, c'est possible. Merci. Chacune des étapes que vous avez mentionnées, quel est le temps approximatif par étape? Je vais laisser Edmond répondre. C'est très variable, mais je vais laisser Edmond répondre. Ouais, donc je dirais que ça varie, ça varie beaucoup. Je dirais la réponse classique de l'avocat qui dit ça dépend. Ça dépend énormément, comme je vous dirais, de deux facteurs. Il y a la taille de la transaction et puis il y a l'aisance des négociations entre les parties. Alors, selon la taille de la transaction, oui, genre généralement, il faudrait penser que, disons, la rédaction de lettre d'intention pour une acquisition de 10 millions serait en principe plus longue que celle d'une acquisition d'un million. C'est souvent pas le cas, mais il faut prendre ça en ligne de compte, c'est qu'il y a juste plus d'éléments à vérifier. Il y a plus d'éléments à gérer, il y a plus d'éléments à déterminer. Alors, plus les risques sont élevés, plus justement ça prend du temps pour faire le va-et-vient. Maintenant, il y a comme j'ai dit, dans le niveau comme l'aisance des négociations entre les parties, il y a aussi le degré de célérité entre elles. À savoir, les délais des transactions commerciales que j'ai vues jusqu'à présent étaient principalement causés par le manque de préparation de part et d'autre. Alors, c'est soit le manque de disponibilité, soit le manque de préparation. Alors, ça appelle le vendeur, et puis ça arrive justement dans le cas de la vérification diligente, puisque j'ai essayé de se le terme martelé en disant que moins le vendeur est préparé, plus ça prend du temps. Parce que quand tu lui envoies une liste et que ça donne qu'il a 500 documents genre, à devoir t'envoyer et que tu es censé réviser ça sur une période de, en principe, 30 à 45 jours, tu comprends que le 30 à 45 jours, 30 à 45 jours s'étire de plus en plus. Les étapes qui nécessitent le plus de va-et-vient, c'est souvent la vérification diligente et la convention de vente.
Parce que c'est à ces deux étapes-là, justement, qu'il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup de négociations, justement, pour arriver à un terrain d'entente. Maintenant, si vous posez la question genre, en général, ça prendrait, dans le meilleur des mondes, les étoiles sont alignées, tout va bien et tout. Ça peut prendre, genre, quoi, si tous les parties s'entendent bien, ça peut prendre peut-être, quoi, genre 2 semaines pour qu'on puisse s'entendre sur une LOA avec le bailleur. Ensuite, on y va avec une vérification diligente parfaite qui prend 30 à 45 jours, suivie d'une négociation de convention de vente d'entreprise qui va prendre justement genre 2 à 3 semaines. Sauf que ça, c'est lorsque toutes les conditions sont idéales. Je n'ai jamais vécu une transaction où toutes les conditions étaient idéales. Alors, je vous donne le principe, mais ensuite, il y a beaucoup d'exceptions qui varient justement selon ces deux éléments-là. C'est plus vous vous entendez bien entre vous, plus les négociations vont être faciles, moins ça va prendre de temps, et plus le vendeur il est préparé à la vente de son entreprise, plus ces choses ont tendance à aller plus rapidement. Merci. Prochaine question. Est-ce que les repreneurs étrangers non résidents au Canada paient les taxes TPS TVQ en plus du prix d'achat de l'entreprise? Normalement, donc, la transaction sur des ventes d'actions. Donc, on ne parle pas d'une vente d'actifs. Si c'est une vente d'actifs, là, il y a d'autres éléments à aller regarder. Si c'est une vente d'actions, les actions sont des effets financiers qui ne sont pas sujets à la TPS-TVQ. Si c'est les actifs, il peut définitivement y avoir des impacts en taxes de vente. Parfait. Prochaine question. Dans le cas du rachat d'une entreprise, est-il possible de ne pas hériter de l'ancienneté fiscale? Pour clarifier, si l'on achète une entreprise qui a par exemple 10 ans d'existence, est-il possible d'avoir accès à des financements réservés aux jeunes entreprises du type start-up de moins de 3 ans si on change le nom et l'activité? J'ai entendu deux questions dans une. Donc, je vais essayer de scinder la question 2. D'un point de vue fiscal, il y a des réorganisations fiscales avant la vente qui peuvent être faites pour faire en sorte de vendre les actions. Donc, premièrement, un peu de théorie. L'acheteur est responsable du passé fiscal du vendeur ou de la société vendeur seulement si les actions sont vendues, pas les actifs. Donc, si les actifs qui sont achetés, le vendeur reste, lui, coincé avec le passé de la société sans problème. Si les actions sont vendues, à ce moment-là, oui, si la société existe depuis 10 ans, de manière générale, l'acheteur se retrouve avec le passé fiscal. C'est possible dans certaines transactions de faire en sorte juste avant, de quelques années avant la vente, de créer une nouvelle société, de transférer ou scinder les sociétés en deux pour faire en sorte de limiter un peu l'historique fiscal de l'acheteur, mais ce n'est pas toujours. Maintenant, le lien avec le financement de la nouvelle société puis de l'acheteur, je peux pas nier que ce n'est pas ma spécialité, que le financement d'entreprise, donc c'est plutôt une question à poser à un conseiller financier. Parfait, merci. Les deux prochaines questions vont dans le même angle concernant la vérification diligente. On demande si elle est recommandée dans la première question dans le transfert d'entreprise familiale, puis dans la deuxième question dans le cas de rachat d'une entreprise sans ou avec peu d'employés. Je vais répondre, je vais répondre à cela parce que c'est un peu, c'est très délicat dans un contexte familial. Euh, Moi, en fait, la réponse qu'on peut connaître souvent aux clients, c'est justement dans ces cas-là qu'il faut le faire. C'est seulement dans le cas d'une reprise familiale que c'est important de faire une vérification diligente. Mais non, je vais ajouter ça avec un gros bémol. Si c'est un management buyout, alors comme le terme, c'est lorsque la personne a évolué au sein de la société durant des années et que par la suite, elle fait l'acquisition de son boss ou bien genre de son directeur, de son actionnaire qui s'avère être un membre de la famille. Et naturellement, il y aurait une vérification diligente un peu moins poussée parce que tu étais au courant des affaires juridiques, comptables de la société. En fait, plus ton statut était haut placé, plus tu étais un cadre au sein de cette entreprise-là. Si tu te retrouves avec le repreneur, il y aura une moins grande vérification diligente. Alors, tu comprends, alors vous comprenez que ça dépend de l'accès à l'information que le repreneur a avant la transaction et non le contexte familial. Alors, si c'est un contexte où le fils il a travaillé ou bien la fille a travaillé comme ingénieur pendant 15 ans dans une autre entreprise et là, elle vient pour acheter l'entreprise de son père, oui, elle voudra faire une vérification diligente par rapport à ça. Dans un contexte où justement la personne a évolué au sein de l'entreprise, là, il y a un peu moins de nécessité à devoir le faire. Maintenant, pour la deuxième question par rapport aux employés,
Euh, Ça va dépendre. Alors, le fait, en fait, il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas besoin d'une main-d'œuvre vraiment poussée pour exploiter ces activités. Alors, ça signifie pas qu'il ne faut pas faire de vérification diligente. Le nombre d'employés n'est pas un indicateur, justement, des éléments à vérifier dans une société. Maintenant, si c'est ça l'élément principal, à savoir si si vous venez pour acheter principalement la main-d'œuvre des entreprises et qu'elle n'en a pas assez, il faudra faire une vérification diligente pour savoir pourquoi. Alors, je vous dirais, comme généralement, oui, c'est toujours possible pour la vérification diligente, mais comme vous allez le savoir, plus vous avez eu accès avant la transaction aux affaires de la société, moins il est pertinent de procéder à une vérification diligente. C'est comme ça que je verrais ça. Si tu le permets, Edmond, en fait, je vais renchérir ici sur le fait si l'entreprise n'a pas d'employé. Si l'entreprise n'a pas d'employé, souvent, on va acheter un chiffre d'affaires. Il y a un autre élément qu'on va aller acheter. Donc, la vérification diligente, par exemple, si on achète en fonction du bénéfice net de la société, doit quand même être faite d'un point de vue, est-ce que le bénéfice net de la société qui m'a été vendu, donc le vendeur me dit, ah oui, moi, je génère un bénéfice net de X, est-ce que c'est vraiment ça qui est généré? Donc, malgré tout, il y a une vérification diligente à aller faire pour confirmer les revenus de la société, les dépenses, puis s'assurer que ce qui a été dit est correct et réellement ce qui est réalisé par la société. Merci à vous deux pour la réponse. Prochaine question. Les cédants sont encouragés à vendre les actions alors que les repreneurs sont encouragés à vendre les actifs. Comment s'y retrouver pour que ce soit un win-win pour tous? Tellement ton micro est fermé. Oui, non, c'est ça, je retrouvais, je retrouvais mon bouton mute, pardon. Euh, en fait, comme la question explique exactement la dynamique qu'on a tenté d'expliquer justement à la quatrième étape, c'est que chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Alors, c'est vrai que justement, si je veux bien rephraser la question, c'est que les repreneurs sont encouragés à acquérir des actifs alors que les cédants sont encouragés à vendre des actions. Alors, qui est le plus gros bout du bâton? Ça revient essentiellement à ça. Alors, souvent, c'est la personne qui veut le plus procéder à l'acquisition et ou, genre, la vente de son entreprise qui décide de mettre un peu plus d'eau dans son vin. Alors, souvent, ça vient à des considérations purement économiques. Alors, le vendeur, s'il se retrouve dans une position où il a plusieurs acheteurs potentiels et qui va pouvoir bénéficier de 1,25 million d'exonération de gains en capital, vous comprenez, vous savez très bien l'offre qu'il va accepter versus l'offre qu'il va refuser. Alors, c'est comme souvent, lorsque les repreneurs se retrouvent à avoir justement le rebond du bâton, c'est eux qui finissent par faire la question des actifs. C'est souvent dans des cas où l'entreprise, elle est très difficile à vendre sous la forme du plan d'action et ou des circonstances où il y a trop de dettes fiscales. Et ça fait en sorte, ou bien qu'il y a trop d'éléments qui vont maintenant contaminer la société parce qu'on a chez l'historique, qui fait en sorte que, ouais, finalement, on va procéder par une acquisition d'actifs. Mais souvent, ça va aller avec la position du vendeur parce que c'est le vendeur, lui, qui va dire, écoutez, genre, si je veux bénéficier de cette exonération-là, il va falloir qu'on négocie sur ce tunnel-là. Et c'est à partir de là, souvent, que les parties commencent. Alors, c'est souvent dans les circonstances où le vendeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer justement l'exonération et où la société, elle est très difficile à vendre. C'est dans ces cas-là, justement, qu'on commence à discuter d'une transaction comme l'achat d'actifs et où, comme pour enchérir sur ce que Gérard a dit tout à l'heure, lorsqu'après la vérification diligente, on se rend compte il y a trop de problèmes. Il y a trop d'enjeux à gérer, surtout avec les délais qui sont là. Alors, ça arrive, pas souvent, mais ça arrive justement que le vendeur va venir et que le cédant va, en fait, le repreneur va proposer une acquisition d'actifs. Je tiens à renchérir aussi. Souvent, ce qui va arriver, c'est par nature, l'achat des actifs fera en sorte que le vendeur ou la transaction se fera à une valeur plus élevée. Alors que la vente des actions, normalement, se fait à une valeur un peu plus basse. D'un point de vue, il y a beaucoup de considérations fiscales qui expliquent tout ça, mais ça devient un argument de négociation pour le prix de vente, très souvent. Donc, souvent, l'acheteur va. Les ventes d'actions se font très régulièrement sur le marché. Là. C'est pas, je ne veux pas que vous ressortiez d'ici en pensant que ce n'est pas le cas, mais souvent, il y a une question, une considération du prix de vente qui peut changer si la transaction va d'un bord ou de l'autre.
Merci. On a encore beaucoup, beaucoup de questions. Il reste moins d'une minute pour répondre. Peut-être à une dernière, je vais juste mentionner que nous allons conserver l'ensemble des questions qui ont été posées, puis un article de blog sera écrit là, pour considérer toutes vos questions. Donc, vous aurez la réponse dans les prochaines semaines. Donc, la dernière question serait, y a-t-il l'équivalent d'une garantie sur les vices cachés, un peu comme pour les transactions immobilières? Je vais essayer de répondre à cette question-là. Ben, en fait, c'est dans la représentation et garantie, il y a des représentations et garanties justement sur l'historique de la société, sur les contrats qui ont été signés, sur la violation de contrats. Parfois, ce sera juste des contrats importants. Ce sera défini comme étant des contrats d'un certain montant. Ensuite, ce que je dirais, c'est pas nécessairement, mais c'est plus des clauses d'indemnisation qui vont venir, en fait, en règle générale, comment c'est rédigé, c'est OK, en cas de violation des représentations et garanties, ben, l'acheteur, ou bien le cédant, l'obligation de d'indemniser l'acheteur, et c'est là qu'on négocie justement. Alors, c'est jusqu'à quelle concurrence? Est-ce que c'est jusqu'à la concurrence du prix de vente? Est-ce qu'il n'y a pas de limite? Ensuite, ces représentations et garanties-là, elles durent pendant combien de temps? Alors, généralement, on va voir souvent 36 mois, ça va avoir 3 ans. Parfois, c'est un peu moins, parfois, c'est un peu plus, dépendamment de la taille de la transaction. En fait, un des seuls moyens, justement, lorsque tu acquiers des actions d'une société, c'est de mettre, en fait, c'est d'ajouter des clauses qui forcent justement le cédant à devoir t'indemniser. Maintenant, c'est d'où l'importance de la vérification diligente parce que tu veux, comme idéalement, tu veux le savoir avant. Alors, c'est toutes ces vérifications-là pour déterminer parce que par la suite, il va falloir déterminer qu'il y a une violation. Alors, qu'est-ce qu'une violation? Est-ce que c'est une violation en présentation de garantie? Parfois, il est clos justement qui permettent de faire en sorte que les parties essaient de régler ça à l'amiable pendant une certaine période de temps. Alors, ce que je dirais, c'est la prévention avant la guérison. C'est que durant la période de vérification diligente, tu vas avoir le plus d'éléments possibles pour pouvoir te faire une tête parce que par la suite, c'est en cas de violation des représentations et garanties que tu as données que tu as droit à une indemnisation. Maintenant, pour déterminer si une violation, ça peut être long, possiblement comme devant les tribunaux pour les déterminer. Parfois, les parties décident de s'entendre genre à l'amiable. Mais par contre, je vais mentionner juste pour enchaîner sur ce point-là, c'est il y a de plus en plus de transactions où les parties ont recours à des assurances, mais comme de la part d'une institution pour produire des assurances sur certaines représentations et garanties ou bien sur certains éléments de la transaction. Ça, c'est lorsque les montants sont en jeu ou bien lorsqu'à la suite d'une vérification diligente, on veut faire avancer les deals, sans nécessairement alors, échelonner là-dessus, parce que je pense que ce serait le sujet d'une plus longue discussion. Mais parfois, les parties décident d'avoir recours justement à des assurances comme probablement le repreneur. Fait en sorte que, OK, ces représentations garantissent ici. Si jamais il arrivait quelque chose par rapport à ça, il y a possibilité d'aller chercher des assurances par rapport à ça, mais c'est très, c'est très du cas par cas, je dirais. Merveilleux, je pense que ça termine la période de questions. Chantal, félicitations, merci pour ton excellent travail. Nos panélistes, merci encore. Ça a été une superbe présentation et vos réponses ont été claires et précises. Alors, on arrive déjà à la fin de ce webinaire. Ma collègue Chantal va lancer un sondage de satisfaction dans la zone dans les prochaines secondes, dans le Zoom, c'est-à-dire dans les prochaines secondes. Je vous engage à y participer. Ça nous aide naturellement à améliorer nos webinaires. Aussi, comme le mentionnait Chantal, dans les prochaines semaines, nous allons publier un article sur le blog du CETEC pour répondre à certaines questions qui seraient restées en suspens. Alors, merci à tous, merci aux participants et de votre intérêt et à la prochaine. Merci tout le monde.